Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités, acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier la question du jour et le débat avec le retour de la Champions Cup. Enfin, nous recevrons Alexandra Lacrabert, joueuse de l'équipe de France de handball en direct du Danemark, où les Bleus défendent leur titre européen. Avec nous ce soir, Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Et bonsoir Jean. Comment vous allez en ce lundi 7 décembre ? C'est le premier Pleine forme. Sportez-vous bien de décembre. Voilà, c'est le calendrier. Voilà, il fallait que je dise ça. Vous avez mangé vos chocolats ou pas ? J'en ai pas de calendrier. C'est vrai ? Non, j'en ai pas. Maxime, c'est pas des chocolats. Non, c'est des bières. J'ai vu que ça existait avec des bières. Avec modération. Ouais, mais ça existe avec tout, des Playmobil, des. Le TFC même fait un calendrier de l'avant. C'est vrai ? Ils ont pas fait ça ? Parce quoi, que les grands clubs, genre le Paris Saint-Germain, le Bayern, le FC Sochaux, ils le font. Donc, c'est vrai qu'il y a un calendrier d'avant de Sochaux. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quoi ? Il y a des chocolats. C'est des chocolats avec vous tirez un code barre, vous avez le droit de voir les buts de Yaya Sanogo. C'est quoi Non, dedans il y a des boulons de l'usine on de pas Peugeot. T'imagines ? Vous en avez un de calendrier de l'avant ou pas, Mehdi ? Non. Lucas doit en avoir un avec le petit. Avec le petit Léon, mais non, moi j'ai un peu passé l'âge. On passe le bonjour à Lucas, mais je suis sûr, Lucas nous en parlera quand il viendra sûrement la semaine prochaine. Je suis sûr qu'il a fait acheter le calendrier de l'avant, dire ouais c'est pour Léon, c'est pour le petit, et en fait c'est lui qui mange tous les chocolats. Il doit manger tous les bonbons. Ouais, bravo. Et Marek, vous en avez un vous ? Non. Régime. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, Lucas il va nous revenir avec 5 kilos de plus. Gaillard, vrai gaillard là. Coraline, Kevin, bonsoir. Vous avez des... Ouais, je fais la tournée du calendrier de l'avant. Voilà, c'est de l'impro totale. Vous avez vous Ouais, j'ai un calendrier Ah, de j'en étais l'avant. sûr. J'en ai pas eu un quand j'étais petite, alors faut bien que je me rattrape. Hein. En fait, papa, si tu m'écoutes. Hein. C'est quoi ? C'est les photos des essais de peau ? Du coup, c'est sur 3 jours. Pour 24 essais, c'est sur 15 ans. C'est du 1er au 3 décembre, après c'est vide. Et Kevin, vous en avez un ? Non. Non, pas du tout. Vous avez quand même deux grands champions, messieurs, dames. De rallye. De rallye. Ah oui. Expliquez un petit peu, Maxime. J'ai acheté un jeu de rallye sur mon ordinateur là, un petit jeu sympa et il est vraiment bien en plus. Et donc ça retrace l'histoire des rallyes. Et donc il y a toutes les voitures de l'histoire. Et j'ai amené la manette et tout à l'heure avec Jean, comme on est arrivé tôt, on a fait semblant de bosser et en fait on a joué à la console, on a joué à l'ordi pendant une heure, là on a fait des rallyes. Je vous ferai essayer du coup, c'est pas mal. Vous êtes obligé d'être... Par contre c'est très sensible. Ouais, c'est super sensible. Ouais. Hein. Mais les jeux de course, si on n'a pas un volant, c'est hyper compliqué. Vous savez, maintenant il y a des... depuis des années, il y a des faux volants là, où il y a les vitesses, etc. avec les pédales et tout. Et en fait c'est ça qui est beaucoup plus pratique, parce que moi des fois aussi j'ai joué aux jeux de Formule 1, etc. avec la manette, mais tu finis toujours au bout de 3 tours, tu finis dans le gravier. Ça a été un c'est peu hyper ça, compliqué. On va parler des rallyes du championnat du monde dans les coups de cœur et coups de gueule. Juste avant, l'actualité chaude, bien évidemment, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour la zone Europe. C'est parti pour les groupes Gigot Haricot. Voilà, on est obligé de le citer. L'équipe de France de football, championne du monde en titre, passe par les qualifications, malheureusement ou heureusement, chacun décide et pense ce qu'il veut. La France est dans le groupe D avec l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan. Éliminatoire du 24 mars 2020 au 16 novembre 2020. Et la Coupe du Monde au Qatar se passera du 21 novembre au 18 décembre. Une annonce, Didier Deschamps vient de dire en conférence de presse qu'il ne prendra pas Adrien Rabiot parce qu'il fait trop froid dans ces pays-là et il refuse de jouer quand il fait froid. Mince. Donc voilà, la France va essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et défendre son titre donc du 21 novembre au 18 décembre 2022. Je vois que vous êtes prêts, messieurs, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie ou une déception. Il y a des coups de cœur et un coup de gueule. D'ailleurs, je vais commencer par le coup de gueule. Je vais me tourner vers vous, Marek Keta. Un coup de gueule sur de l'athlétisme, sur du semi-marathon. Oui, on en a déjà parlé de ce que je vais vous raconter ce soir. Donc hier, en fait, un record du monde a été battu sur semi-marathon à Valence. Par le Kenyan Kibiwot Kandi à 24 ans. Donc en fait, je dis battu, mais en fait, il a explosé donc, le record du monde de 29 secondes.
Voilà, donc le semi-marathon, pour rappel, c'est 21 km et il l'a couru en 57 minutes et 32 secondes. C'est Voilà. monstrueux. L'ancien record était établi par un Ougandais, Jacob Kiplimo, qui a précédé d'ailleurs dans la course le jeune Candy, et lui, il était au-dessus de 58 minutes. Mais ce qui est incroyable, en fait, c'est que les 4 premiers ont battu le record du monde, en quelque sorte. C'est la première fois qu'on passe en dessous des 58 minutes. Et il faut quand même se dire que le coureur qui est arrivé 4e n'est même pas sur le podium, quoi. Et il a battu le record du monde. C'est énorme. La raison, elle est très simple, hein, et on la connaît, on en avait déjà parlé, c'est ce qu'on appelle le dopage technologique, hein, en termes un peu pointus. Et ben, c'est grâce tout simplement à des chaussures magiques, hein. C'est des chaussures développées par Adidas, Nike notamment, pour ne citer que, qui c'était Reebok et Lotto pour... mais là, si on fait ça, on va jamais s'en sortir. Mais c'est Nike qui en premier a fait ça. C'est Nike. Hier, Kibiwot Candy portait des Adidas. Ce sont des chaussures à propulsion, en fait, avec une semelle assez épaisse qui leur permettent de courir plus vite. Qui plus est, le marathon de Valence est connu pour être très rapide. On est sur du dur, évidemment, mais on n'est pas sur on n'est pas sur piste. Goudron, ouais. Voilà, on n'est pas sur piste. C'est un asphalte lisse, ouais. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, celui de Valence, ça fait plusieurs fois que des records sont battus, et il est connu pour être ultra rapide. La preuve, puisque 4 coureurs ont fait des performances incroyables. Chez les Français aussi. Chez les Français aussi, oui. On a eu 3 Français. Alors, j'ai pas les noms de nos chers coureurs français. Il y en a frère. Il y en a 2, ils s'appellent Frère. Ouais. Ça, j'ai retenu ça. C'est vrai. Frère qui a fait 2,08 et qui est la 6e performance de toute l'histoire de la France au marathon. Ouais. Et je crois qu'il y en a... Il y en a 4-5 qu'on attend. Et il y en a, alors que d'habitude, on galère à trouver des mecs pour aller au JO. Et alors là, il y en a 5 ou 6 qui sont passés sous les minima, qui étaient 2,11, je crois. Et c'est grâce à ces chaussures-là aussi, je pense. Il y avait un recordman du monde sur le marathon qui était passé sous les 2 heures, voilà, mais c'était pas homologué parce qu'il avait des lièvres. On appelle ça des lièvres. Des hommes qui sont des coureurs qui sont dehors. Ouais. Vous en pensez quoi, vous, messieurs, de la technologie dans ces records? Certains disent c'est pas normal, c'est contre nature, entre guillemets. D'autres disent faut avancer avec son temps. Oui, vous en pensez quoi, vous? À condition que tout le monde puisse courir dans les mêmes conditions aussi. C'est-à-dire que si le type il a une paire de chaussures qui est mieux que l'autre, là il y a un problème d'équité, quoi. Mais c'était déjà le cas à l'époque, les combinaisons en natation. Oui, en natation. Tout le monde avait les combinaisons en natation, les records du monde pleuvaient tombaient dans tous les sens. La hiérarchie était à peu près les mêmes, sauf que les chronos n'étaient absolument pas normaux. Et on en est revenu de ça. Donc je pense que bientôt ça va légiférer et on risque d'en revenir aussi. Ce que j'allais dire, c'est que soit ça va être interdit, soit ça va. Enfin, je pense pas que ça va se démocratiser. Non. Sur piste, ça c'est déjà légiféré depuis cette année d'ailleurs, depuis juillet. Donc les semelles sont limitées, je crois, à 40 mm d'épaisseur. Mais là, pour Valence, comme c'est sur route, cette légifération entre pas en ligne de compte. En plus, j'ai vu ces baskets là et je me demande comment ils font pour courir. On dirait, vous savez, les buffalo qu'il y avait à l'époque dans la cour. Là. C'est des trucs, mais c'est des échasses landaises, c'est énorme. Moi, tu me mets avec ça, je me pète la cheville au bout de 3 foulées, quoi. On va appeler Nike ou Adidas, on va leur demander d'envoyer des chaussures et comme ça on les testera à la piste à Blagnac. Si vous voulez, écoutez, je pense qu'on va améliorer notre temps. C'est peut-être le seul moyen pour moi de courir vite. Si, non, si vous pouvez à la limite là, une mobilette ou une trottinette électrique, vous dites pas que vous êtes dessus. Il va falloir travailler le cardio parce que si vous allez plus vite que vous ne pouvez respirer, il va y avoir un problème. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir un problème. Voilà. Maxime Brossard, on va parler de rugby, on va parler de boxe. Avant de parler de boxe et sur la projection du retour de Joshua, on va parler du 15 de France de rugby. Oui. Défait hier par l'Angleterre en finale de la Coupe d'automne. Oui, la Coupe d'automne des Nations, la Coupe Intermarché. Du coup, ils ont gagné, les Anglais, comme vous l'avez tous vu, dans les prolongations avec cette pénalité d'Owen Farrell. Mais bon, ce qu'on retient surtout, et ce que je voulais surtout retenir, au-delà aussi des nombreuses critiques qui ont émané sur l'arbitrage, c'est tout simplement la performance des Bleus qui ont été héroïques. On ne s'attendait pas à un tel niveau de jeu. On a pu aussi voir la quantité et la qualité du vivier français qui semble inépuisable, j'ai envie de dire, puisque là, il y avait des joueurs qui avaient à peine 20 ans. Je voulais prendre l'exemple d'un joueur dont on parlait tout à l'heure avec Mehdi, qui est Yoram Moefana. Moefana, il est né en 2000. C'est le premier joueur international à être né en l'an 2000, à avoir été donc titularisé là en équipe de France. Il a fait un match énorme. Il n'a pas souffert la comparaison avec les homologues anglais qui avaient peut-être, je sais pas, on va dire 40 ou 30 sélections de plus que lui du coup. Et ça a fait chaud au cœur, ça a fait plaisir à voir. Surtout, moi je m'attendais peut-être pas comme j'avais réécouté un peu l'émission qu'on a la semaine dernière. Tous on a dit il faut qu'ils tentent leur chance, qu'ils jouent crânement leur chance. Et je pense que c'est ce qu'ils
qu'ils ont fait. Mais moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était le défi physique, qui est vraiment des blessés graves. Et finalement, au contraire, c'est nous qui avons fait reculer les Anglais la plupart du temps. C'est nous qui leur avons imposé un gros duel physique, notamment la grosse séquence défensive qui a eu lieu juste avant la fin de la première mi-temps, où on a tenu plus de 3 minutes notre ligne. Et les Anglais ont pris un gros coup dans leur orgueil, en plus, parce qu'ils pensaient justement nous battre sur ça. Et ils ont justement déjoué après. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de coups de pied, parce qu'ils se sont retrouvés sans solution face à notre défense qui était agressive, bien en place. Et ils ont eu, on va dire, effectivement un petit coup de main de l'arbitre sur la prolongation pour pouvoir remporter cette victoire de l'Automne Nation Cup. Là. Bon, je pense que cette compétition, ça disparaîtra dans 2 ans. Mais moi, ce que je retiens surtout, finalement, j'ai envie de dire, c'est plus un match nul. En fait, c'est un match nul. Ça aurait été dans le tournoi, on aurait fait match nul et on aurait rivalisé avec cette grande équipe d'Angleterre qui est vice-championne du monde. Allez-y, Marek. Ouais, non, c'est d'autant plus beau qu'en plus, je crois que c'est 68 sélections cumulées pour les jeunes joueurs, pour ce jeune 15 de France contre quasiment une équipe. Il y a le demi-mêlée anglais, là, Ben Youngs, il avait plus de sélections que tous les nôtres. 102, il avait. 102 sélections, Ben Youngs. Il avait plus de sélections que tous les nôtres, je crois. Mehdi, on peut avoir un peu de frustration. Alors, sur l'arbitrage, oui. Mais aussi sur le fait de prendre un essai à 30 secondes de la fin, parce qu'il y a ça aussi, on parle souvent de l'arbitrage et tout, mais les Français ont craqué à 30 secondes de la fin et se sont fait égaliser à 30 secondes de la fin. Enfin, personnellement, en ayant vu le match, zéro frustration, super fier de ce qu'on a vu de cette équipe-là. Non, oui, parce qu'on a parlé de l'arbitrage, on a parlé de ces choses-là, mais en fait, je me suis dit, on en parle depuis tellement d'années, l'arbitrage anglo-saxon avec les Français, que au final, il faut faire avec, et en fait, il faut être plus fort que les autres, vraiment. Ça nous avait été favorable, souvenez-vous, au tournoi à destination, sur l'essai de Olivon, il me semble, quand on bat l'Angleterre au Stade de France, là, Nigel Owens ne voit pas l'en avant qu'avait fait Olivon, et on marque un essai, ça nous aide à les gagner. Donc ça va dans les deux sens, mais je pense que... mais ça va plus côté pour anglais que pour français. Oui, souvent, mais l'arbitre ne fait pas tout. Bon, là, honnêtement, on s'en fout. On retiendra juste, comme l'a dit Maxime, le visé français, et surtout dans cette équipe-là, des joueurs qui ont peut-être même gagné leur place dans l'équipe 1 au final. Comme Dulin, par exemple. Brice Dulin a été énormissime. Il y avait une place aussi, il y a peut-être une place à l'aile, on en avait déjà parlé. Gabin Villiers peut être une alternative avec Penaud de l'autre côté, pourquoi pas. Jelanche en 3ème ligne, pourquoi pas dans le groupe aussi, parce qu'il me semble quand même que la 3ème ligne qu'on a avec Aldrit, Olivon et le 3ème échappe, Cross. Mais Cross est blessé. Cross est blessé, mais bon, a l'air bien implanté. Voilà, après Baptiste Couillou aussi, quand même, serein, on va peut-être un peu de souci à se faire. Il a joué 80 minutes, il a bien tenu au pied, il a vraiment été très bon, Couillou. Bien sûr. Après, Moefana, on en a parlé aussi, mais au centre, c'est assez impressionnant toutes les alternatives qu'on peut avoir. Quoi. Ouais. Et justement, quand on voit que c'est vulgairement parlant l'équipe B', voire C, pour certains, tenir tête à l'équipe vice-championne du monde et vainqueur du tournoi destination, c'est tout bénef et c'est un message fort. C'est ça, c'est ce que j'avais envie de dire. C'est dorénavant, la France est favorite, j'ai envie de dire, avec les All Blacks et l'Afrique du Sud qu'on n'a pas vu jouer depuis un petit moment. On fait partie des 3 équipes favorites pour le titre de champion du monde. En plus, on sera chez nous, donc moi je pense que même on est favori pour le titre. C'est fort ce que vous dites, parce que je me souviens qu'il y a quelques semaines et tout, vous étiez prudent à juste titre, bien entendu. Et là, le fait... Cette performance, je pense que oui. Vous fait basculer les performances peut-être qui ont suivi. Il y a eu 7 victoires d'affilée. Confirmation. Mais moi j'ai pris mon temps pour affirmer ça, au contraire de beaucoup de personnes qui maintenant s'offusquent de la défaite de l'équipe de France, comme si on avait toujours été la grande équipe de France, alors que je vous rappelle qu'entre on va dire 2015 et 2019, on était les premiers à se moquer d'eux, même il y en a qui s'en moquaient très très sévèrement, et maintenant on sont les premiers à les supporter. Comme quoi, voilà, on peut toujours tourner sa veste, spécialité française. Mais du coup, là, j'ai envie de dire, oui, ça fait 7 matchs qu'on est sur une série incroyable. Là, on a perdu, mais c'est une victoire en soi finalement. Et honnêtement, quand on voit la qualité du banc, de la profondeur de l'effectif, oui, on est favori. C'est pas un gros mot, on peut le dire. Voilà. Et on va changer de sport. Je reviens vers vous tout à l'heure pour parler de boxe, mais on va parler de basket avec vous, Mehdi Guillonneau, où l'ASVEL en Coupe d'Europe, en Euroleague, s'est un petit peu refait la cerise cette semaine, malgré la défaite contre le Real Madrid il y a quelques jours. Et ouais, j'ai envie de dire enfin, parce qu'on n'en a pas parlé du tout de l'ASVEL depuis le début de la saison. Il y a quand même eu 11 matchs d'Euroleague. C'était très mal parti pour les hommes de TJ Parker. Ils étaient très mal rentrés dans la compétition. Il n'y avait qu'une victoire sur les 7-8 premiers matchs.
matchs. Et voilà, il y avait un gros programme pourtant avec Barcelone, le Panathinaikos et le Real Madrid. Il y a eu une victoire face à Barcelone qui est quand même premier de l'Euroleague avec notamment des joueurs comme Nikola Mirotic qui était un joueur majeur dans une équipe d'NBA il y a encore pas si longtemps au Chicago Bulls. Ils les ont arrosés à 3 points et il est arrivé exactement la même chose au Panathinaikos. C'est-à-dire que l'Asvel était la plus mauvaise équipe à 3 points lors des 8 premiers matchs d'Euroleague et là d'un coup elle est devenue la meilleure sur ces 2 matchs-là avec une adresse assez insolente avec notamment David Lighty, un Américain qui est là depuis des années, qui a remporté 2 ou 3 titres déjà avec l'Asvel. Le retour de Norris Cole, on oublie qu'il y a un champion NBA, un double champion NBA dans cette équipe-là. Il jouait Norris Cole. Exactement, il est double champion NBA avec Miami, il avait un rôle en plus, il jouait plus d'une vingtaine de minutes par match, donc c'est pas rien Norris Cole. Donc voilà, il leur a fait beaucoup de bien parce qu'il n'était pas là lui depuis le début de la saison, il a été un peu embêté par les blessures et par le Covid, comme l'effectif de l'Asvel. Et ensuite, donc il y a eu ce match face au Real Madrid. On connaît le Real Madrid au basket, c'est pas comme au foot, mais pratiquement c'est un ogre sur la scène européenne. Et donc l'Asvel menait jusqu'au début du 4e quart-temps au Real Madrid avec encore une adresse insolente à 3 points. Et malheureusement, ils ont craqué sur la fin avec 2 bourreaux qu'on a l'habitude de voir aussi avec l'équipe d'Espagne et qui nous font mal avec l'équipe de France, Sergio Llull et Rudy Fernandez. Le vieux Rudy Fernandez est encore là. Et nous embête aussi en club. Donc voilà, je pense que l'Asvel est enfin lancé après un début de saison poussif où ils ont vraiment été embêtés par le Covid. Je crois que plus de 90% du club, si on compte les administratifs, les joueurs, etc. Je crois qu'il n'y a qu'un joueur qui n'a pas eu le Covid dans cette équipe-là. Donc ils ont été très embêtés. Même en championnat, ils ont que 3 victoires, 3 défaites. Donc c'est pas terrible pour l'ogre de la Jeep Elite. Il y a aussi un nouveau coach, TJ Parker. Donc Tony Parker, le président du club, a mis son frère à la tête de l'équipe. C'est risqué ça. Ouais, c'est très risqué. Alors moi j'y crois très moyen à TJ Parker. Alors j'espère qu'il me donnera tort parce qu'il a peut-être un manque de charisme là-dessus, c'est-à-dire que les joueurs ont peut-être du mal à l'écouter et ces victoires elles arrivent aussi comme par hasard après que Tony Parker aussi est venu un peu houspiller tout le monde dans le vestiaire, viennent tout le temps à la salle voir les matchs, donc ça met une certaine pression quand le boss est là et tout va mieux quand le boss est là. Donc voilà, le prochain match aura lieu demain soir face à l'Efes Istanbul qui est aussi dans les 3 premiers de l'Euroleague, donc un énorme choc pour l'Asvel. C'est encore un combat pour l'Asvel, il y a beaucoup de combats à chaque fois pour l'Euroleague, pour l'Asvel, le seul représentant français de cette Euroleague. Un autre combat qui se prépare, Maxime Brossard, c'est le retour de Joshua. Voilà, en 2 secondes, Joshua qui va retrouver les rings, voilà, la dernière fois qu'on l'avait quitté. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a 1 an, il avait récupéré donc, ses ceintures IBO, WBA, IBF et WBO des lourds en battant Andy Ruiz. Qui a été, il a battu par décision. On va appeler Andy Ruiz, c'est ce petit Mexicain un peu gros dont tout le monde se moquait et qui finalement avait réussi à mettre KO Joshua au Madison Square Garden. La revanche avait eu lieu en Arabie Saoudite et Joshua avait récupéré ses ceintures. Là, ça fait 1 an qu'il n'a pas combattu. Il va faire une remise en forme, remise en gants, on va dire. Il va affronter un Bulgare, donc Kubrat Pulev, surnommé le Cobra, 39 ans, 28 victoires, 1 seule défaite. Voilà, ça va être une bonne remise en route avant de peut-être affronter Tyson Fury. On ne sait pas, c'est peut-être dans les cartons, ça discute encore. Bah, c'est la boxe, hein, voilà. Et puis sinon, il y aura peut-être un très beau combat à venir qui, à mon avis, est plus probable, qui sera contre Oleksandr Usyk, un Ukrainien qui était champion des mi-lourds et qui est monté en lourd et qui est un excellent boxeur. Voilà. Et enfin, pour être complet, avec les coups de cœur et coups de gueule, on va prendre la voiture, on va prendre des voitures, on va aller très vite, très vite. On va parler de 2 Français qui ont performé ce week-end lors de l'automobile en Formule 1 et en rallye. Ouais, on va commencer par le plus rapide sur la piste. Les F1 sont plus rapides que les voitures de rallye. On va commencer avec Esteban Ocon qui a fini 2e du Grand Prix de Bahreïn, le Grand Prix Sakhir, c'est à Bahreïn. Voilà, c'est son premier podium en Formule 1, lui qui est là depuis 3 ans. Voilà, c'est de bon augure pour la saison prochaine puisque la saison prochaine, Renault s'appellera Alpine, donc changement de nom et surtout l'arrivée de Fernando Alonso qui apportera toute son expérience à la voiture. Il finit 2e malgré quand même, il bénéficie quand même de circonstances de course assez folles. Incroyable, ouais. Parce que Mercedes, qui est la plus grosse écurie, c'est un petit peu sabordé avec des changements de pneus. On notera d'ailleurs une grosse déception pour George Russell qui avait remplacé Hamilton et qui aurait dû gagner et à cause de son écurie, n'a pas gagné. Et ensuite en rallye, le 7e titre de champion du monde de Sébastien Ogier. En comparaison, Loeb a gagné 9 fois, mais ce qui est encore presque plus fort, c'est que Ogier l'a fait avec 3 écuries différentes, donc sur 3 voitures différentes. Donc voilà, c'était assez serré. Il n'était pas du tout favori lors de la dernière manche du WRC, si je dis pas de bêtises. Il était derrière son coéquipier Elfie Evans, mais il a profité de la sortie de route du Gallois
pour s'imposer et prendre la tête lors de la dernière manche. Et depuis 2004, la France a remporté tous les championnats du monde, Non, sauf le dernier, Tanak. sauf un Estonien qui l'a remporté en C'est ça. 2019. Merci messieurs, nous on va pouvoir passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. Nous avions parié sur Phoenix Toulouse Handball, Plock en Coupe d'Europe de handball. Écoutez ce qui s'était dit. Phoenix Toulouse Handball contre Plock, un club polonais. Marek Keta. 32-31. Mehdi. 33 pour le Wisla Plock et donc 27 pour Toulouse. Maxime. 23-21 pour le Phoenix. Kevin. 29-27. Coraline. 28-25. Et moi je vais pour la première fois mettre une défaite d'un club toulousain malheureusement. 29-36. Le résultat, c'est que Plock a malheureusement battu le Phoenix Toulouse Handball 26-25. Il y avait un +1 donc pour Plock. Moi, j'avais mis un +7. Mehdi avait mis un +6. Donc, c'est victoire de Mehdi. Et moi, je vais marquer quand même un petit point. Je vous donne 2 points à Mehdi. Et moi, c'est pas beau quand même. Hein. Et moi, j'en prends un. Ah, j'ai le bon côté quand même. Donc voilà. Le vainqueur, donc Mehdi. Je parle pour moi aussi, pas que pour vous. Genre, ah oui, c'est vrai qu'on est large là. +6, +7 pour un +1. On va se faire petit. Le Zoom de la semaine avec vous, Kevin. On va parler de rugby. On va parler du retour de la Coupe d'Europe de rugby. C'est un beau tease pour le débat tout à l'heure. Ouais, exactement. L'Ulster qui reçoit le Stade Toulousain vendredi soir à 21h. C'est la première journée de cette nouvelle édition de la Champions Cup. C'est le remake du dernier quart de finale de la compétition, de l'année dernière, mais qui s'est déroulé cette année en novembre. Et les Toulousains s'étaient imposés largement 36-8 au Stade Ernest Vallon, un festival offensif avec 5 essais marqués. Mais c'est la dernière défaite en date de l'Ulster qui depuis reste sur 8 victoires en 8 matchs en championnat de la Guinness Pro 14. Bon après c'est pas des gros adversaires, le plus gros adversaire c'est les Scarlets. Côté Stade Toulousain, on a plutôt bien géré la période de doublon les 5 semaines qui sont passées puisqu'on est le Stade Toulousain est deuxième du top 14 et s'est remis en confiance avec ses internationaux ce week-end à Bayonne dans des conditions dantesques et on a vu le retour du beau jeu à la Toulousaine. Malgré les conditions. Ouais. Et on a pu remarquer quand même le retour d'Ntamak au poste de premier centre, où il devrait être aligné ce week-end, puisque le Stade Toulousain sera privé de Pita Aki, et un retour de Ramos en 10, qui permettra d'aligner Médard à l'arrière, qui vient d'être élu joueur du mois de novembre. Et voilà, donc Pita Aki qui est blessé à l'épaule, qui manquera le déplacement à l'Ulster, et le Stade Toulousain qui est à la recherche d'un joker médical et qui serait sur la piste de James O'Connor, selon Midi Olympique. Donc voilà. Pas mal ça. Ouais, et puis le prochain match pour le Stade Toulousain, après celui de l'Ulster, ce sera contre Exeter, les champions en titre. Donc Ulster, et je viens de remarquer que sur ma fiche, j'ai mis Exeter. J'ai eu peur. Hein. J'ai fait encore. Qu'est-ce qui se passe? Donc non, c'est bien Ulster contre le Stade Toulousain. On va pouvoir passer au pronostic. Donc Ulster, Stade Toulousain, Mehdi Guillonneau. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a un match de rugby. 19-28. Donc victoire du Stade Toulousain, on est d'accord, je veux dans le bon ordre. Oui. Maxime. 14-25. Allez, je vais être pour le Stade, même si j'y crois Kevin. pas trop. 17-21. Coraline. Hop là, avec le micro allumé. 23-30. 23-30. Marek. 16-25. Pas mal ça. 16-25. Et moi je vois un 10 pour Ulster et je vois un 29. Allez. Pour le Stade Toulousain. Le donc Ulster qui est dépouillé quand même un peu, je crois. Ils ont une bonne petite équipe quand même, mais il faut voir. Ouais, je sais pas. Je sais qu'ils ont beaucoup d'internationaux qui sont blessés. Ils ont Yann Anderson qui est un très bon joueur. Stockdale. Mais Anderson, je crois qu'il est blessé justement. Ah ouais, en troisième ligne. Ouais. Donc, à voir. Surtout que c'est une de leurs forces le pack. On verra bien, on en parlera dans le débat dans un peu moins en deuxième partie d'émission, juste après la question du jour et Alexandra Lacrabert qui est notre invitée. On passe à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. La question du jour où les chroniqueurs doivent trouver une réponse bien évidemment à la seule question de la soirée en 3-4 minutes. Vous allez avoir besoin je pense de 30 secondes, vous allez vite comprendre que c'est juste pour évoquer le sujet. Qui est Pierre Cahuzac ? Voilà. Le père de Jérôme Cahuzac ? Non. Rien à voir. Très bien. Et je sais en plus. Vas-y. C'est un arbitre. Allez-y. Qui est Pierre Cahuzac ? Mais justement, ça m'a même pas. Yes, je les ai piégés sur un truc facile. C'est un truc de foot.
Oui, c'est du foot. C'est du foot. Donc, Cahuzac, il y avait un type qui jouait à Bastia avant. Alors, c'est Yannick... C'est le nom du stade des Argoulés. Oui, sûrement. Oui, c'est vrai en plus. Bah oui. Mais alors, Yannick Cahuzac a joué au Toulouse Football Club. C'est le petit-fils de Pierre Cahuzac. Mais pourquoi je suis allé... Réfléchis. Mettez-vous à ma place. Il est toulousain, Pierre Cahuzac. Vous savez pourquoi maintenant j'évoque ça? Pourquoi? Parce qu'on va parler du RC Lens, du TFC. Du TFC. Ah, c'est le premier capitaine des vainqueurs de la Coupe de France du 57. Du tout. Et vous devez vous mettre à ma place. Vous êtes obligé de vous mettre à ma place. À votre avis, je suis allé chercher quoi? Un truc avec Sochaux, non? Ah, du tout. Alors, pas du tout là. Exceptionnellement, pas du tout. Ouais. On parle Toulouse, donc on parle pas foot. Ah oui. Si je vous piège là-dessus, vous allez m'entendre. Ah, je vous le dis. Attends, mais moi j'ai honte là. Vous allez m'entendre. C'est un ancien joueur du TFC, donc déjà. Non. Alors est-ce que il a pas joué avec le TEF? C'est un lien avec le TFC. C'est avec le TEF. Mais mettez-vous à ma place. Ah si je vous. Mehdi. C'est Mehdi surtout là. Ah vous me décevez, mais alors. Il a la pression. Je suis vexé. Mais moi je reste sans voix là parce que je suis en train de chercher, de patauger. Alors attendez, déjà on va reposer les bases. Voilà, Est-ce que c'est un record? Est-ce que ça tient par rapport à un record? Un record, non. Est-ce que c'est un événement historique? Voilà. Et heureusement qu'il y a l'ancien qui est là pour remettre les bases. Est-ce que Pierre Cahuzac était lui-même sportif? Oui. Alors, est-ce que c'est lui qui a réalisé une performance contre Toulouse? Contre Toulouse, non. Donc forcément, avec Toulouse, une performance, lui à proprement parler. Certains vont dire oui, certains vont dire non. Moi, je vous dis non finalement. Parce que vous allez comprendre. Est-ce que c'est pas le premier titre de l'histoire du TFC? Il était dans l'équipe? Ah, vous vous rapprochez. C'est pas vraiment ça. C'est le premier buteur. Premier buteur? Non. Enfin, je vous ai dit non, qu'il n'était pas sur le terrain. Il était président de... Vous avez dit entraîneur. D'accord, donc. Il était l'entraîneur de l'équipe gagnée en 57. Non. Il était entraîneur de l'équipe... En 81. Donc le premier... Ah oui, de la montée du TFC, voilà. la première montée du TFC. En 81. Me voilà rassuré, Mehdi, quand même. Non mais alors je vous dis, ça me perturbe beaucoup parce que pour une autre émission, j'ai travaillé là-dessus et cette saison de 81, on l'évoque très peu. On évoque surtout la remontée des Pitchouns. Et il y a aussi cette montée-là qui a annoncé les belles années de la fin les années 80, des années 80. Et donc c'est pour ça que ça me revenait pas et j'avais vu ce moment-là. C'est le premier entraîneur à faire monter le Toulouse Football Club en Ligue 1 lors de la saison 1980-1981, entraîneur du TFC entre 1979 et 1983. Il emmène Bastia en finale de la Coupe UEFA, donc la Ligue Europa aujourd'hui en 78. Il est malheureusement décédé à 76 ans en 2003. Son petit-fils, donc Yannick Cahuzac, a joué au TFC. Il est actuellement au Racing Club de Lens. Il y a deux autres entraîneurs qui ont fait monter le club de D2 à D1. C'est Alain Gérès qui l'a fait deux fois. Il l'a fait en 97 et en 2000. Et Eric Mombers, lui, il l'a fait deux montées, mais pour divisions différentes. Il a fait de National 1 à Ligue 2 en 2002 et de Ligue 2 en Ligue 1 en 2003. Vous me voyez venir, pourquoi? Parce que le TFC a fait match nul contre Guingamp. Ah ben voilà, j'ai réclamé qu'on en parle d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai rigolé. C'est pour ça que j'ai rigolé dans ma barbe. Le TFC a fait match nul contre Guingamp, 2 buts partout ce week-end. Ils vont jouer à Châteauroux samedi prochain. Le TFC est 6ème avec 23 points. Ils sont à 4 petits points du premier et deuxième qui sont 3 et Paris. Vous me voyez venir, est-ce que le TFC finalement va monter, Mehdi? Non. Non, vous les voyez pas monter? Moi je vous dis non. Enfin, moi je les vois pas monter depuis le début, mais moi je vous dis non. Je pense qu'on a le meilleur effectif, le meilleur joueur de la division, mais je pense que quand on est en Ligue 2 justement et qu'on est une énorme équipe, on est attendu partout et il faut une adaptation. Je pense que le TFC l'année prochaine peut finir avec 20 points d'avance en Ligue 2, mais pas cette saison. Donc vous voulez pas dire que Jean Sureda a raison? Non. Je sais pas, oui, vous aviez sûrement raison. Après vous nous avez en Ligue 2 en début de saison, il nous a annoncé 8 favoris. Mais après, vous me direz, c'est. Mais j'ai pas dit Toulouse dans les 8 favoris. C'est vrai que vous avez jamais dit Toulouse va finir dans les 8 premiers. J'ai jamais dit Toulouse. Toulouse va finir dans les 8 premiers, ça oui. Oui, bah ça en même temps. Marek, c'est la bonne année la bonne année, c'est la première du TFC en Ligue 2 depuis la descente de l'année dernière. Mais est-ce que le TFC peut faire une messe, une 3 que j'appelle ça moi, de faire l'ascenseur tout de suite? C'est un socialien qui vous parle, l'habitude de l'ascenseur. Non, moi ça fait 6 ans qu'on est là nous. Honnêtement, moi j'y crois. Après, tant que l'écart de points, en fait là c'est aussi cette période de... Et c'est ça. Là, on est quand même un milieu phare de la saison, on arrive à la trêve.
l'écart de points n'est pas encore trop creusé, donc moi je veux bien dire oui, quoi, mais je préfère qu'on en reparle dès que, au niveau de mars, là où tout pourra se jouer. Ah ben, la Ligue 2 c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a des équipes là, maintenant, là, à partir de maintenant, exactement maintenant, juste avant la trêve, elles vont enchaîner, et celles qui commencent à regagner juste après la trêve, on ne sait pas pourquoi, tout le monde va enchaîner, 2-3 équipes vont enchaîner 10-12 matchs sans défaite, et alors là jusqu'à la fin de l'année, c'est la voie royale, et c'est tous les ans pareil en Ligue 2, c'est cette période-là. Et en sachant que le TFC a un énorme calendrier dès le mois de janvier. Là, vous êtes en train de le dire, c'est qu'en février, on va savoir si le TFC va être dans le wagon. Pourquoi ? Parce qu'il joue Troyes, Paris, Grenoble, Auxerre, Clermont. C'est les 4 premiers, ça. Caen, donc c'est-à-dire il joue les 7 des 8 premiers, en sachant que dedans il y a le TFC. Donc il joue 7 des. Voilà, donc... Vous avez même donné les 4 des 5 équipes qui sont devant Toulouse, Grenoble, oui, Grenoble, Paris exactement, et Clermont. Et donc voilà, il y a vraiment un gros coup à faire en janvier-février. Et fin février, on le sait, le TFC. Franchement, quel que soit l'adversaire en Ligue 2 du TFC, moi j'ai peur de personne, et le TFC ne devrait avoir peur de personne, et le TFC devrait être supérieur à tout le monde. Donc à partir de là, on est capable de perdre à Châteauroux et d'aller gagner à Grenoble, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est assez illisible. Vous avez perdu à Grenoble, mais oui, de battre Grenoble à domicile, si vous préférez. Il reste 3 matchs avant la trêve hivernale, c'est à Châteauroux contre le Havre, et à Pau pour Pau-Toulouse le 22 décembre prochain. Merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invitée Alexandra Lacrabert. À tout de suite. Portez-vous bien. L'invité. Notre invitée, vice-championne olympique, championne du monde, championne d'Europe de handball avec l'équipe de France, native de Pau, passée par Toulouse, Alexandra Lacrabert est un pilier des Bleus où elle dispute l'Euro 2020 au Danemark en ce moment même. Et elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct du Danemark dans Sportez-vous bien. Handballeuse depuis toujours, comment vous êtes tombée dans le handball ? Est-ce que c'est par hasard ? Est-ce que c'est par le collège ? Parce que c'est souvent un sport de collège ou d'école. Ou est-ce que c'est les parents tout simplement ? Ouais, c'est exactement ça. C'est l'école primaire où
où je jouais au hand à la récréation. Puis j'avais un professeur aussi qui était entraîneur. Donc voilà, il avait une épée gauchère et il m'a amené à un entraînement et depuis j'ai toujours continué à jouer au hand. Au début, c'est pour le loisir, c'est pour le plaisir. À quel moment on comprend que ça peut être vraiment plus intéressant ? Quand il faut avoir des bonnes rencontres. Moi, c'est sûr que quand j'ai rencontré Eric Barada sur mon passage, ça a été une évidence une fois arrivé en sport-études. C'était les années aussi où il était entraîneur adjoint de l'équipe de France. Donc voilà, il m'avait dit une fois que je serais la future aérote de l'équipe de France et j'ai cru et j'ai tout fait pour. Et finalement, il a raison. Quand on voit le palmarès avec l'équipe de France, votre palmarès même en club, on peut dire qu'il a raison avec le recul. Ouais, il a eu raison. Après, on sait pas si je l'aurais jamais cru autant être autant en équipe de France depuis tant d'années et tout ça. Donc voilà, il a eu raison et je suis fier de l'avoir rencontré et qu'il est comme moi. Sportez-vous bien est à Toulouse. Vous avez joué ici entre 2009 et 2010. Quel souvenir vous gardez de votre passage dans le Sud-Ouest ? J'étais contente de jouer à Toulouse. C'était une bonne équipe, il y avait de bonnes joueuses. On avait fait une bonne saison, il me semble. Donc voilà, c'est un peu regrettable la situation financière qu'il y a eu à la fin. Oui. Je pense que ça aurait pu être un club qui perdure dans le temps en D1. Et ensuite vient 3 clubs français, un club macédonien, un club russe. Aujourd'hui, vous faites le bonheur de Fleury. Si vous le permettez, on va peut-être parler d'un sujet qui fâche. Le championnat de France D1 féminine n'est pas diffusé. Comment vous l'expliquez ? Alors que le FC Metz fait demi-finale de la Ligue des Champions 2019 et que l'équipe de France, le palmarès, il parle pour vous, quoi. C'est vrai que là, il commence vraiment à diffuser un petit peu sur Sport en France. Oui. Il y a quand même, à chaque journée, il y a quand même un match. Donc on va dire qu'il y a une évolution de ce côté-là. Après c'est sûr que on aurait voulu avoir un peu, on va dire, les multiplex comme les garçons peuvent avoir, mais voilà, je pense que c'est toujours la parité homme-femme, même s'il y a une demande forte quand même des spectateurs d'avoir du handball féminin à la télé. Je pense que c'est plus vendeur d'avoir des garçons que des femmes, malheureusement. On entend par exemple pour les Jeux Olympiques, si vous voulez passer à la télé, faites des performances aux JO. Là pareil, on dit oui, les filles elles ont qu'à faire des performances, mais je le redis, Metz fait une demi-finale de Ligue des Champions en 2019 et puis vous êtes médaillée d'argent aux Jeux Olympiques en 2016 et vous êtes championne du monde et championne d'Europe en titre même. Est-ce qu'on se dit qu'on fait pas ça pour rien finalement, parce que c'est peut-être blessant même finalement d'avoir des performances et de pas être sur, on va les citer nos confrères sur Canal+, sur RMC et sur Beansport. Au début si on se sent lésé parce que voilà, comme vous avez dit, on est de faire des résultats, on les fait. Après c'est sûr qu'il y a la lumière qui est sur nous, on va dire un mois après les compétitions, mais c'est vrai que l'euphorie redescend super vite. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que je trouve ça. Après c'est parce que je fais du handball féminin, mais aujourd'hui je préfère regarder du handball féminin que du handball masculin, qui est vraiment beaucoup plus, on va dire, sur la force. Il y a pas forcément de construction tactique en attaque. Le jeu est moins fluide. Je vois pas à quoi le spectateur peut s'arrêter de handball masculin que féminin. Et qu'est-ce qu'il manque alors pour vous pour passer pas à la place, on va pas dire à la place des garçons, mais être au même niveau que les garçons, parce que les garçons passent sur Beansport en ce moment? Franchement, je sais pas. Je sais pas, les sponsors peut-être. Oui. Les sponsors, c'est vrai que niveau sponsor, je vois avec la crise du Covid, je pense que le handball féminin est beaucoup plus touché que le handball masculin, même s'il est le contraire. Les salles, on n'a pas forcément de belles salles non plus comme les garçons peuvent avoir, donc c'est moins attractif, les télés peuvent pas venir, ça fait un tout. Vous êtes notre invité ce soir, en direct du Danemark, où vous disputez bien évidemment l'Euro 2020 en ce moment. Avant de parler des 2 premiers matchs, les 2 victoires de l'équipe de France vendredi et hier contre la Slovénie, on va parler de vous sur ce groupe France. Vous êtes un pilier du groupe France. Quel rôle vous avez au sein de cette équipe de France pour assurer, on va dire, si vous le permettez, si vous êtes d'accord, la transition entre l'équipe qui a gagné et la nouvelle génération qui arrive? J'ai un rôle de leader, un rôle où je suis encore là pour faire gagner, pour qu'on continue à gagner des titres. Laisser une bonne image aux jeunes qui arrivent, leur donner envie de se battre parce que voilà, c'est beau au-delà du handball, tout ce qu'on est en train de créer humainement, c'est qu'à travers le sport qu'on peut trouver ça, donc voilà.
il faut pas s'arrêter sur le terrain, il faut vraiment vivre les moments à fond, à l'extérieur. Voilà, c'est vrai que nous, notre moteur, c'est vraiment le côté humain. Et si on peut retransmettre ça à la génération qui arrive, je sais que nous, on a un peu souffert avec les anciennes qui étaient là. Il y avait vraiment deux groupes, les anciennes qui voulaient pas laisser leur place par fierté. Et nous, voilà, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc voilà, c'est apporter de la sérénité pour qu'elles aussi puissent montrer toute leur qualité et être vraiment détendues sur le terrain. Question d'un chroniqueur, Maxime Brossard. Oui, bonsoir Alexandra. Alors moi je voulais savoir, vous qui avez eu la chance de jouer en Macédoine notamment et en Russie, je voulais savoir un peu quelle était justement la force de ce handball français qui est un des meilleurs handball au monde, si ce n'est le meilleur. Qu'est-ce qui fait que le handball français a un vivier si profond et que la France est toujours performante dans ce sport? Je pense que le fait qu'on soit pas mal aussi parti à l'étranger, il y a eu un passage où on était beaucoup à l'étranger. On a été un peu pioché à droite à gauche, voir ce qui se faisait dans les autres pays. Il y a ça, puis après il y a des crues énormes dans les dom-toms. Oui. Je vois toutes les jeunes qui arrivent des dom-toms, c'est impressionnant toutes les qualités physiques qu'elles ont. En fait, dans le handball français, on a une richesse extraordinaire comparée aux autres nations, c'est que on n'est pas forcément très très costaud au niveau des tirs de main, mais par contre on a une vivacité, on a des 1 contre 1, on a une rapidité. Enfin voilà, on est vraiment un handball où tout le monde se complète. Et je pense qu'il y a une richesse énorme comparée aux autres nations. L'Euro 2020 a débuté jeudi. Vous, c'était vendredi contre le Monténégro, une victoire 24-23. Une victoire hier contre la Slovénie 27-17. Est-ce qu'on peut dire que la France est lancée dans cet Euro? Ah oui, carrément, on est lancé et on est bien lancé même. Je pense qu'on s'est bien rassuré hier face à la Slovénie où on a vraiment retrouvé l'équipe de France qui a gagné le Mondial 2017 et l'Euro 2018. Et moi, je suis persuadée que là, ça y est, on ira jusqu'au bout et rien ni personne ne pourra nous arrêter. Et à titre personnel, 6 sur 8 au 7 mètres sur les 2 matchs, 9 buts en tout. À l'image du collectif, si vous êtes d'accord, vous êtes monté en puissance hier, parce que bon, le Monténégro, c'était plus compliqué, c'était une mise en route. Et là, franchement, voilà, il y a vous, il y a à l'image de l'équipe où vous êtes vraiment monté en puissance hier. Ouais, c'est vrai que le Monténégro, c'est toujours particulier de commencer une compétition quand on est une sélection de 140 sélections. Il y a quand même un stress de vouloir bien faire, de bien commencer, de bien rentrer dans une compétition. Je pense qu'on l'a passé ce premier match difficilement, mais voilà, c'est la force de caractère qui a fait qu'on a réussi à aller chercher la victoire qu'on n'aurait pas gagnée dans les années passées. Donc voilà, ça montre vraiment que cette équipe monte en charge et hier voilà, on a décidé de lâcher les chevaux, de lâcher tout ce qu'on savait faire sans se poser de questions et surtout voilà, d'avoir beaucoup d'enthousiasme sur le terrain et se faire plaisir. On sait qu'on joue bien que comme ça quand on est relâché. Maxime Brossard. Oui, et puis au-delà de ça, l'équipe de France est lancée, mais vous aussi vous êtes lancé, vous avez mis votre 800e but si je dis pas de bêtises. Je voulais savoir qu'est-ce que ça vous fait, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ou finalement vous regardez pas forcément les stats personnels? Alors j'ai appris, après le match j'ai marqué mon 800e but, donc c'est vrai que je suis honoré et fier d'être arrivé à ce niveau de but-là. Après voilà, comme je suis une compétitrice, je veux toujours plus. Et ça sera encore plus beau s'il y a vraiment la victoire et le titre. Oui. Un Euro qui offre 4 tickets pour le mondial espagnol en 2021 pour l'année prochaine. Pour ça, il faut arriver en demi-finale. Est-ce que c'est le minimum pour vous, l'objectif minimum que vous êtes fixé? On ne s'est pas forcément fixé d'objectif sur long terme. Voilà, je pense que c'était l'erreur qu'on a eue à Kumamoto. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de conserver le titre, de marcher sur tout le monde pour notamment ramener ce titre à la maison et aller chercher les JO l'année prochaine à Tokyo. C'est justement les JO à Tokyo, pour finir avec vous sur cette interview. Est-ce que c'est une répétition générale cet Euro avant les JO de Tokyo en juillet prochain? Alors pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est une grande erreur de se projeter comme ça. Ça reste une compétition internationale les JO est une compétition hors norme
qui n'a rien à voir avec l'Euro, le mondial. Parce que voilà, on est dans un village avec je sais pas combien d'athlètes différents. Donc voilà, je pense qu'il faut pas se tromper d'objectif. On aura le temps de se préparer pour les JO tout le mois de juin. D'abord, on a conservé ce titre et a bien joué. Et après, advienne que pourra. Merci beaucoup Alexandra. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous et rendez-vous pour l'équipe de France demain face au Danemark. À suivre chez nos confrères de beIN Sport. On passe au débat de la semaine. À tout de suite. Sportez-vous bien. Le débat. Vendredi débute la 26e édition de la Champions Cup avec comme match d'ouverture nos voisins bordelais à Northampton. Vendredi, le champion d'Europe en titre Exeter va-t-il confirmer son rang ? Toulouse, le Racing vont-ils être au rendez-vous ? Réponse le 21 mai prochain au stade Vélodrome de Marseille pour la finale. Messieurs, le RCT va-t-il enfin avoir un successeur ? C'est le dernier Français vainqueur en 2015. Mehdi Guillonneau. Oui. Maxime Brossard. Voilà, c'est vraiment... Allez, je vais dire oui. Allez, moi j'ai lancé la pièce, c'est tombé sur un Français, tu vois. Ouais, je vais dire oui, allez. Kevin Carrière. Oui. Oui, et Mariquetta. Oui, on va suivre. Voilà, on va suivre. Alors, il y a la fameuse phrase qui favori. Je la poserai tout à l'heure. J'ai envie de partir sur d'abord ce nouveau concept. Et là, quel imbroglio, ça. Voilà. Oh là voilà. là là là. Je me tourne vers vous, Maxime Brossard. Expliquez-nous. Vous avez une énorme mission. Non. Une énorme mission parce que vous moquez nous des footeux avec notre Ligue des Nations. Ouais. Eh ben expliquez-nous. D'ailleurs, la nouvelle c'était pas Champions mal Cup. le tirage aussi avec les pays froids et tout là. Ça c'était pas mal. Ça c'est bien gigot haricot quand même. On peut pas y aller On peut deux pas fois. avoir Estonie et Finlande parce que l'amplitude thermique est. Ah non mais là. Il parle de la de tirage au sort des tirage au sort qualifications de la Coupe du Monde de football. Non mais là honnêtement pour revenir au rugby j'en sais rien. Mais c'est Vraiment. pareil, là il faut en fonction Je de la l'avais ligue. expliqué une première fois, c'est qu'en fait ils ont fait 2 groupes, voilà. Alors il faut savoir que les Italiens ont été éjectés déjà, première Donc chose. pour une Coupe d'Europe à 4, Voilà. enfin bref. Ensuite donc il y a les Une clubs bonne Coupe d'Europe. anglais, français, irlandais, écossais et gallois, voilà. Donc il y a 2 poules distinctes. Il faut savoir qu'en fait au milieu de cette poule il ne peut pas y avoir de confrontation entre équipes d'un même pays, voilà. On va prendre l'exemple concret. Bravo Maxime. On va prendre l'exemple C'est concret. ça à peu près. Le Stade Toulousain est dans la poule B avec Lyon, le Racing 92 et Clermont, Voilà. mais ils ne peuvent pas affronter ces équipes-là. ils peuvent pas les D'ailleurs, affronter. et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces équipes-là, Mais on joue tous les autres. non, il faut. Non. Voilà, c'est ça qui C'est est pas ça. incroyable. C'est ça qui rajoute, c'est que d'ailleurs, tu as deux matchs prédéfinis contre 2 adversaires. Et le Stade Toulousain a pris voilà. du lourd et du très lourd, c'est-à-dire c'est on en a parlé. sale, mais- C'est du très sale même. On Ouais. en a parlé dans le Zoom de la semaine. C'est Ulster qui est quart de finaliste du dernier de la dernière Champions Cup On et avait tout battu. simplement Exeter, le champion d'Europe en Voilà. titre. Donc du très très lourd. Le Stade Toulousain miraculeusement peut carrément se faire éliminer dès les phases de poule. Sur ce format, comment j'ai une petite idée, mais comment vous le trouvez ce format à part qu'on comprend rien vraiment, mais comment vous le trouvez vous, Marek? Ben, moi, je rejoins un peu ce que disait Hugo Mola à l'antenne de France Bleu, c'est-à-dire que lui, il est plutôt content en fait de ce format-là parce que ça peut être assez expéditif. ça oui. Voilà, il compare ça. Non, mais il compare ça vraiment. C'est un peu une course aux 100 mètres, quoi. Et En fait, là, il n'y a pas de. il est content parce que ça lui a sauvé la peau des fesses. Parce qu'en fait, le Stade Toulousain n'était pas en Coupe d'Europe si jamais on avait gardé l'ancien format. Ouais. Puisque là, ils ont agrandi le nombre de qualifiés. C'était Et donc, oui, c'est en les fait, huit là, c'est premiers les 8 qualifiés, premiers. Et avant, c'était les 6. Donc en fait, Toulouse ne vous dira jamais qu'ils n'étaient pas contents. Ça parce l'arrange. que- Maintenant, c'est sûr qu'on prend l'Exeter et on prend l'Ulster, quoi. Donc, Kevin- en match retour, aller-retour. Donc, Kevin, comment vous trouvez-vous ce format? Je vous ai pas entendu là-dessus. Ah le format, on comprend pas grand-chose, donc c'est compliqué. Donc... Enfin, bon. Après, c'est sûr que pour le Stade Toulousain, ça fait 2 gros matchs, ça fait des belles affiches un peu partout, mais bon, s'en sortir pour finir dans les 4, après c'est encore plus compliqué derrière. Enfin bon. Et les 5 et 8 sont reversés en Challenge Cup. Ah, c'est match aller-retour, les quarts de finale aussi, je viens de voir ça. ouais, Ouais. mais que l'écart. Que l'écart, ouais. Et oui, parce que la demi-finale est sur un match. Ouais, Alors- c'est génial. Alors ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que Mehdi. ce que je viens de penser, je suis désolé, je vais changer un petit peu, c'est qu'il va y avoir une réforme de la Coupe d'Europe de foot, sûrement dans les prochaines années. Et alors, Ça ressemble beaucoup. il se murmure que ça pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire l'enfer. un groupe général, c'est-à-dire que toutes les équipes, les 32 équipes de la Coupe Ouais. d'Europe dans le même groupe, et on ne joue que certaines équipes Que en 10 fonction matchs. de leur classement, Que 10 10 matchs, Ouais. mais pas les retours.
et pas contre les équipes du Eh, même pays. En Non, mais fait, voilà. ça ressemble un peu à ce qu'il y a par exemple en NFL, notamment avec les conférences. C'est-à-dire même là, par contre, tout le monde se joue, mais finalement, le classement que vous avez, c'est le classement de votre zone géographique. Et finalement, là, je pense que c'est un peu pareil. Je pense ça va prendre une équipe de chaque nation. J'ai un peu l'impression que ça va être comme ça. Le point positif de cette... moi, j'y vois 2 points positifs. Il y a moins de matchs. Il y a moins de matchs. Oui. On peut être éliminé beaucoup plus tôt, c'est-à-dire par exemple, je prends l'exemple, et je le souhaite pas, d'un Racing 92 ou d'un Stade Toulousain qui veulent jouer sur les 2 tableaux, et le top 14 et la Coupe d'Europe. Ils peuvent se faire sortir dès le mois de janvier, dès fin janvier, sortie de la Coupe d'Europe, c'est réglé, net. et tout pour le championnat, ou inversement, le championnat est réglé très vite, ils sont pas dans les 6, ils sont un peu largués, c'est ce qui peut arriver. C'était pas le cas avant déjà, les groupes Non, de les Coupe quarts, d'Europe, la fin des poules, c'était en janvier, quoi. Non, On a gagné un c'était mois. février, février, il me semble. C'était février, ouais. Fin janvier, février. On a gagné un mois et demi, ouais. Est-ce que c'est ouvert à plus de surprises? Je prends l'exemple, encore Mais une il y aura fois, pas de- Exeter va jouer le Stade Toulousain et Glasgow. Bon, Glasgow, normalement, ça devrait bien se passer. Mais Exeter et Stade Toulousain vont avoir un match couperé, en sachant que le Stade Toulousain va jouer Ulster. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas les après, ils auraient pu être champions d'Europe dans cette formule-là. C'est ça, non, mais est-ce qu'il va y avoir un peu plus de surprises? 2 forfaits à cause du Covid, bam, les Ça zèbres va être qualifiés dur champions d'Europe. Ça va être dur à suivre déjà. Je pense Ouais, c'est ça. qu'au début, on va pas être s'y trop retrouver, habitué. oui. Je sais pas si ce format va perdurer. Je pense qu'apparemment, Ah non. c'était une transition. Il disait que ça allait changer encore une fois après, que ça allait peut-être revenir vers un format qui ressemblait un peu plus à ce qu'il y avait avant. Mais honnêtement. Pourquoi faire ça là alors? À cause du Covid? Non, ouais, ça a été à cause Oui, du c'était à Covid. cause du D'accord. En fait, il y a beaucoup d'équipes qui ont été lésées par le Covid, et notamment le Stade Toulousain, par exemple, des cadors du rugby européen qui pèsent énormément au niveau de l'EPCR et qui ont dit attendez, si nous on n'y est pas, on ne viendra plus jamais à la Coupe d'Europe. Et en fait, c'est ça, c'est du chantage. Et finalement, ça a marché. Et ça a déséquilibré totalement l'organisation, je trouve. C'est dommage. Et voilà, c'est l'argent qui a Ils ont encore revenir à la base. Ils ont encore revenir à la base. Qui a parlé. 16 Voilà. équipes, 4 groupes de 4, les 2 premiers qualifiés en quart de finale. Merci, au revoir. Au moins, c'est clair. Et c'est comme ça qu'il ferait une Coupe d'Europe aussi forte, lisible, compréhensible pour le grand public. Même l'ancien format, honnêtement, celui qui a amené donc à la victoire d'Exeter, il y avait des poules, c'était à peu près lisible. Quand on se disait c'était telle poule, on arrivait à peu près à déchiffrer. Ouais, après, il y avait les questions de meilleur deuxième. Il y avait ces questions un peu. Mais finalement, en soi, on avait un tableau qui se dégageait qui était à peu près clair. Là, je vois ce fourre-tout en plus avec des langues partout. Mais c'est improbable, honnêtement. Enfin, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ça comme des matchs amicaux, je vous le dis honnêtement. Je vais regarder ça comme ça, et puis je verrai ce qu'il y aura en quart de finale, et à partir de là, je m'intéresserai vraiment au niveau intrinsèque des équipes, et pour faire mes analyses, je me baserai sur ce qu'elles font en championnat. Et même voilà. l'écart sur l'écart sur aller-retour, je trouve ça assez bizarre. Au rugby, on est habitué aussi au match on a eu des prolongations hier, donc on peut faire des matchs aller-retour. Tout est possible. Je crois qu'en fait, le rugby, c'est clair. Non, mais vous avez raison, j'en suis raison. Le rugby est complètement perdu. C'est ça. Se cherche une direction, teste plein de choses, mais ne sait pas où il va. Je pense qu'ils sont dans une pleine période de transition. C'est exactement ça. Ils essayent de s'inspirer du 7 qui a un peu marché, mais qui est maintenant en perte de vitesse. Ils essayent des choses comme ça, de s'inspirer, je sais pas, ils se cherchent complètement, j'ai l'impression. Ils refondent un peu le calendrier, ils essaient de trouver peut-être des solutions pour rendre ça plus attractif, peut-être multiplier les confrontations entre diverses équipes de divers pays. Entre ça et l'arbitrage je sais pas, honnêtement c'est assez étrange le mode de fonctionnement, mais en tout cas beaucoup disent que ce format-là est peut-être un format de transition, donc c'est pour ça, on verra. On va venir maintenant sur le sportif, on va essayer un petit peu d'essayer de dessiner. On va parler des favoris, j'ai envie de parler. Donc forcément Exeter, champion d'Europe surprise sans leur manquer de respect. C'est pas la première équipe qu'on allait cocher de l'année dernière avant le titre de champion d'Europe contre le Racing 92 d'ailleurs. Est-ce qu'Exeter a les moyens de confirmer, Maxime, et d'aller chercher pourquoi pas un deuxième sacre de suite? Oui, ils ont été encore champions d'Angleterre cette année, ils ont écrasé la concurrence, ils ont gardé un effectif à peu près stable, j'ai regardé. Ils ont énormément d'internationaux avec des joueurs comme Stuart Hogg, Cowan Dickey qui a été décisif contre la France, qui est rentré, le talonneur. Un joueur que j'adore là, le Beckham du rugby, Henry Slade. Ils ont ils ont une très très belle équipe, et puis je pense que ils vont partir pour défendre leur titre. J'attends au tournant le Munster qui cette année a fait un énorme début de championnat en Pro 14. J'ai suivi un peu la Ligue Celt le début là, et ils sont sur de bonnes performances, donc ça rigole pas. Alors le Queen c'est un peu vieillissant quand même, mais bon, clairement pourquoi pas. Un mot sur nos clubs français, il y a le Racing 92 vice-champion d'Europe, il y a le Stade Toulousain forcément avec 4 couronnes européennes. On les situe où? C'est encore trop tôt? Est-ce que c'est trop tôt pour les
pour les situer. C'est l'objectif finalement des deux clubs, hein, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, le Stade Toulousain a sorti son troisième maillot. À charge de revanche, de toute façon. Le stade, en plus, bon, c'est vrai que ça a été un peu litigieux. Donc, Moi, j'ai peur d'une chose, c'est qu'à la sortie, quel que soit le vainqueur, on dise il a gagné un format un peu bizarre. Un peu comme la Ligue des Champions cet été. Ouais, un petit peu comme ça, ouais. Disons que c'est une compétition, il fallait bien s'adapter à cause du contexte, mais c'est pas la vraie, quoi. Marek Keta, vous, le Stade Toulousain, faites attention à eux forcément. Oui, parce que eux, ils ont envie. L'Europe, voilà, c'est une compétition qui leur tient à cœur. Et puis leur défi, surtout, ça va être de mettre fin à cette hégémonie d'Exeter, quoi. Donc ça va être le défi là, d'aller les battre, quoi, d'aller les bouger. Maintenant, pour ce qui est de vendredi aussi, il y a peut-être une chance à saisir, puisque donc du coup les confrontations vont se faire. Il y aura 4 journées en fait sur 8 les 2 matchs. Voilà, sur 8 week-ends, on joue 2 équipes en aller-retour. Donc là, on va jouer contre Ulster chez eux. C'est peut-être là, il faut peut-être prendre ce train-là pour se lancer, parce que comme je le dis tout à l'heure, j'ai vérifié, ils ont quand même pas mal d'internationaux irlandais. Ils ont des absents, ouais. C'est quoi, c'est 12 par poule? Il faut être dans les 4 premiers? Il y a 12 par poule. C'est ça, mais si le Stade Toulousain perd à Ulster, il va falloir qu'ils gagnent Exeter. Donc autant vous dire qu'ils sont pratiquement éliminés s'ils gagnent pas le Voilà, c'est ça. Donc c'est quasiment des phases éliminatoires. C'est pour ça que c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une phase d'élimination directe, quasiment. C'est quasiment un 16e de finale de Coupe d'Europe. En 2 matchs, tu peux savoir si tu peux faire jouer les espoirs les 2 derniers matchs ou pas, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le Stade gagne la Coupe d'Europe, je pense pas, pour répondre à ce que vous disiez, Mehdi, je pense pas qu'on puisse leur reprocher de ne pas avoir fait un beau parcours compte tenu. Ça dépendra les équipes. Alors je vais peut-être revenir sur ce que je dis. C'est tellement fouillis que l'équipe qui va sortir de ça, ça sera vraiment la plus forte. Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est vrai. Ah ouais, finalement. Maxime, un mot sur l'absence des Saracens. Ah oui. Ça ouvre un peu plus le tableau ou pas du tout? Forcément, ça enlève un favori. Il reste, on va dire, en étranger, le Leinster, forcément. Et puis voilà. Le Leinster qui a gagné en 2018. Qui a gagné en 2018 et qui faisait souvent des finales contre les Saracens dans la période de domination des Saris. Ouais. Donc à voir. Mais bon, je vous dis, moi cette année, s'il faut miser, je mise Exeter, Munster et Stade Toulousain. Voilà mes 3 favoris. Mon tiercé gagnant. Et vous, Mehdi? Le Stade Toulousain? Non, au hasard. Allez, vas-y, je prends une équipe. Montpellier. Montpellier. Allez, pareil, Bordeaux. Allez. Montpellier, Édimbourg et l'Harlequins. Édimbourg, ça va être dur. Bordeaux, les Dragons. Là. Oh non, vous avez fait, c'est les derniers en Pro 14. Ouais. Allons-y, Northampton. Hop là, Munster et Exeter. Munster, oui, c'est Northampton, ça va être dur. Juste, on est d'accord avec Maxime sur les. Donc vous voyez que nous sommes une équipe de spécialistes pour parier sur le rugby. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Coraline et Kevin à la réalisation. Rendez-vous nous lundi prochain, le 14 décembre, pour l'avant-dernière émission de l'année 2020 à lundi.